Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec a terminé l'année financière 2015-2016 avec un déficit de 120 000 $. Quelles seront les répercussions lors du prochain Téléthon en janvier prochain? Alors, pour nous en parler, je reçois le toujours sympathique directeur général de la ressource pour personnes handicapées, M. Rémi Mailloux. M. Mailloux, bonsoir. Bonsoir. M. Mailloux, je suis très content que vous ayez accepté cette invitation. Habituellement, je vous reçois, on parle de Téléthon, on demande aux gens d'être généreux, puis je vous reçois après assez souvent aussi pour donner un compte-rendu du Téléthon. Mais là, on ne parlera pas de Téléthon. On va parler d'un déficit, puis on va expliquer pourquoi. Ce qui est très important, on va expliquer pourquoi un déficit de 120 000 $, c'est le plus gros que vous avez jamais eu. Puis, si on parlait là, de prime abord, quelles sont les principales causes ou la principale cause de ce déficit? Moi, je te dirais que c'est quand on a un très bon Téléthon depuis de nombreuses années. Le deux Téléthons, on a eu un Téléthon énorme qui a fait en sorte que on a plus ouvert moi je dis communément les valves, c'est-à-dire qu'on a été très réceptif aux demandes, même d'organismes qui nous faisaient appel à nous parce qu'il y avait des personnes handicapées qui pouvaient bénéficier de leurs services. Quand tu as un Téléthon comme le 2 ans, puis qu'après ça, tu as un Téléthon qui est moins, qui est quand même très bon. Oui. Sauf que là, tu te rends compte que là, tu es obligé de faire certaines restrictions, coupures budgétaires, puis faire en sorte que ça fait mal. Puis il y a aussi, parallèlement à ça, l'austérité gouvernementale qui fait que, pas juste dans le ministère de la Santé, mais dans d'autres ministères. Voilà. Et M. Mailloux, je vous arrête là, si vous me permettez, parce que j'aimerais ça prendre à peu près 1 minute pour lire un communiqué que vous m'avez envoyé. C'est que quand on parle d'austérité, on va regarder les différents ministères qui sont liés de près ou de loin à la ressource pour personnes handicapées. Et je vais prendre le communiqué, je m'adresse aux gens, puis vous allez bien comprendre le pourquoi que je lis ce paragraphe-là. Ainsi, par la Société d'habitation du Québec, SHQ, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire offre le programme d'adaptation de domicile. Le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport accorde des programmes d'aide financière pour les démarches d'études. La Société de l'assurance automobile du Québec, SAAQ, présente un programme d'adaptation des véhicules et fait l'attribution des vignettes de stationnement. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, quant à lui, propose plusieurs programmes destinés aux personnes handicapées. Toutefois, bien que ces ministères et ces organismes gouvernementaux poursuivent les programmes en place, force est de constater que les mesures d'austérité du gouvernement entraînent inévitablement que les sommes allouées ne sont pas augmentées, alors que les besoins des personnes en situation de handicap, eux, augmentent. Voilà, je pense que ça dit tout. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le ministère de la Santé, c'est tout ce qui gravite dans les autres ministères qui viennent aider les personnes handicapées. Les demandes sont de plus en plus fortes et les budgets ne bougent pas, n'augmentent pas et à certains endroits, les budgets diminuent.
Donc, on est obligé d'aller chercher l'argent ailleurs. Est-ce que ça résume, monsieur? Oui, ça résume très bien. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que quand le Téléthon est au-delà de nos espérances, ben, ça nous permet de pallier Aux coupures, aux autrement coupures. dit, oui. Mais c'est sûr qu'on peut pas répondre à toutes les demandes que tous les ministères, que tous les programmes couvrent. On est rendu quasiment à 2000 membres à la ressource. Donc ça fait vraiment un très gros volume de demandes potentielles qui nous arrivent dans nos... Quand on a sorti dans les médias avec ça, c'était pour dire au monde que oui, on travaille avec tout le monde, on essaie de maximiser l'argent le plus possible que la population nous confie, mais on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Ça, là, quand vous dites, M. Mayou, là, 2000 membres, Oui. c'est 2000 personnes handicapées qui sont liées à la ressource, qui font des demandes ou qui peuvent faire des C'est demandes ça. à la ressource. Tout à fait. Il y en avait, si je me souviens bien, au tout début, 300 quelques. Au début. Exactement. On est passé de 300 quelques à au-delà de 2000. Donc, c'est normal et ce serait essentiel, je dis bien, ce serait essentiel que les budgets suivent la hausse. Mais avec l'austérité du gouvernement, on l'a vu tantôt, avec cette austérité-là, sans que les budgets baissent trop, mais au moins les budgets n'augmentent pas, mais les demandes augmentent d'année en année. C'est ça. C'est tout le temps en croissance. Puis, étant donné qu'on a la chance d'avoir une couverture médiatique assez extraordinaire, c'est que les gens font appel beaucoup à la ressource. Puis moi, je tiens à le dire aux gens, c'est que on travaille avec le réseau de la santé, avec les intervenants communautaires pour maximiser cet argent-là pour en donner à plus de monde possible. Donc, parce que là, je veux que ce soit bien compris, des fois les gens peuvent penser, et c'est normal aussi, ne pas associer l'argent amassé lors du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées et le déficit. Et je pose cette question-là pour bien mettre les gens au courant. Ce n'est pas, et je précise, ce n'est pas parce que la ressource pour personnes handicapées n'est pas bien administrée que l'on fait un déficit. Ça, c'est important de le dire. Et vous êtes d'accord avec moi, monsieur? D'ailleurs, oui. D'ailleurs, ce qui nous a permis de faire, on parle de déficit budgétaire, l'argent qu'on a investi, parce qu'on parle d'investissement de 120 000, c'est des surplus accumulés des 19 dernières années. OK. OK. Donc, c'est sûr que la ressource n'est pas en difficulté financière. Le conseil d'administration avait approuvé ces dépenses-là parce que c'était de l'argent qu'on avait puis qu'on voyait le nombre de demandes qu'il fallait répondre. Mais c'est sûr que on peut pas continuer nécessairement à faire des déficits budgétaires. C'est sûr. Donc, on disait au monde, ce qu'on veut dire au monde, c'est qu'on fait le maximum avec l'argent qu'ils nous confie. Mais c'est normal qu'à un moment donné, qu'on puisse dire malheureusement, des noms, des mises en attente. Voilà, exactement. Puis, si les gens ne comprennent pas que même avec quasiment un demi-million qu'on ramasse, qui est vraiment extraordinaire. Je comprends ça. Puis même on en profite pour remercier les gens encore. On donne des demandes pour 900 000. Voilà. Ça fait que c'est simple comme bonjour. C'est ça. Parce que ici, là, quand j'avais pris une note et j'avais marqué, est-ce dire que vous aurez des choix déchirants à faire et que ce sont les bénéficiaires de la ressource qui en subiront les conséquences néfastes?
Ça, M. Mayou, moi, je vous connais. Puis je sais que quand une demande arrive sur votre bureau, puis que vous et ceux qui sont les personnes décideuses avez à dire non, avez à refuser, ça doit être déchirant. Effectivement, c'est pas facile. Ce qu'on doit se consoler, c'est que moi, je dis tout le temps aux gens avec qui on travaille, c'est que si l'argent, on l'aurait, on en donnerait. Puis on ne peut pas malheureusement aider. On essaie que le moins monde possible soit pénalisé. Il y a tout le temps des affaires à faire, même quand il n'y a rien à faire. Oui, c'est ça. Mais il reste qu'il y a des gens qui malheureusement, tu sais, exemple, des fois, on donnait 2 semaines de camp de vacances qui comptait un petit peu pour du répit dans les familles. Oui. Ben, on va couper à une, tu sais. C'est ça. Ça fait qu'on ne laissera pas le monde sans rien. Sauf que peut-être que les services vont diminuer un petit peu. Puis ça, c'est juste pour dire qu'on fait, on essaie de faire le maximum avec l'argent qu'on a. C'est ça, exactement. Puis, il y a assez que ces personnes-là, ben, il ne faut pas qu'ils s'en cachent. Ces personnes-là, il faut dire les mots comme ils sont. Ces personnes-là, ben, ce sont des personnes handicapées. Ils ont passé d'être handicapés. Là, vous allez être obligé peut-être de diminuer les services à ces personnes-là. Ça, c'est cruel. Je m'en excuse, là, mais c'est cruel. S'il y a des domaines qu'on ne doit pas toucher, s'il vous plaît, c'est la santé, puis je pense qu'on s'en donne à cœur joie. Je m'excuse, là, mais seulement que je pense qu'on est rendu là. Est-ce que, parce qu'il reste à peine 2 minutes, M. Mayou, est-ce que le Téléthon, c'est sûr qu'il il devient de plus en plus important, là, c'est sûr. Il a toujours été, mais là, avec ça, il devient encore une priorité. Oui. Puis est-ce que ça peut mettre en péril l'organisme? Non, nullement, parce que le Téléthon, les gens seront fiers du Téléthon, nos bénévoles seront fiers et nos donateurs continuent à faire leur maximum pour récolter de l'argent. Tout ça pour dire que le Téléthon est important, mais il y a aussi le travail qu'on fait avec d'autres partenaires. On a eu une belle association dernièrement avec la Fondation Martin Bradley pour les gens en santé mentale. Oui. Donc, ça va peut-être encore davantage, on le faisait déjà, mais ça va faire davantage travailler le monde ensemble pour, justement, les sommes qu'on a, ben on va les maximiser, les optimiser au maximum. Donc, c'est certain, M. Mayou, puis on avertit encore la population, c'est que l'argent qui est donné généreusement par toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, elle sert à bon escient. Et puis, M. Mayou, moi, je vous remercie infiniment, puis je suis certain que toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec ne vous laissera jamais tomber. Puis, on va vous recevoir à nouveau en janvier pour parler de ce Téléthon, encore une fois. Du 20e. Le 20e, voilà. Le temps passe vite, M. Mayou. Oui. Alors, M. Mayou, merci. Puis, je profite de l'occasion pour vous et puis toute l'équipe qui gravite autour du Téléthon et qui gravite également autour des personnes handicapées. Mes félicitations à toute cette équipe-là. Félicitations à vous. L'argent est bien dépensé, j'en suis persuadé. Puis, on se donne rendez-vous à un prochain Téléthon en janvier qui sera le 20e. Merci beaucoup, M. Mayou. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Corcovado veut établir un partenariat avec une ONG française.
Dans quel but exactement? Alors, pour nous en parler, je reçois de cet organisme M. Jacques Saint-Arnaud. M. Saint-Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, M. Saint-Arnaud. Ça me fait plaisir. Monsieur Saint-Arnaud, vous êtes venu déjà à l'émission il y a quelques années passées, puis on parlait de votre mission, de Corcovado aussi. C'est important. Moi, si je vous demandais, là, juste pour faire une récapitulation, la mission première de Corcovado, c'est quoi exactement? Ben, Corcovado, c'est un organisme qui veut sensibiliser le public au vécu des pays du Sud. Donc, on a divers points dans notre mission. Et ça, d'abord, développer des projets internationaux. Aussi, on travaille à conscientiser le public à la consommation équitable des produits. Donc, on fait aussi la promotion des produits équitables. Puis, à l'aide aussi de la librairie à Rouen, sur la rue Gamba, on a une librairie, donc des livres qui sont donnés par le public. Et ces livres-là sont vendus à moindre coût, à coût intéressant pour les clients. Puis, ça permet aussi de faire bénéficier les divers produits, les divers projets qu'il y a dans le... On va passer, si vous me permettez, parce qu'on va parler d'évolution des projets humanitaires, puis on va parler aussi de Mission humanitaire Québec également. Mais moi, si je vous demandais, l'aide humanitaire, il y en a à la grandeur du monde, c'est sûr. Ce n'est pas parce que on est au Québec qu'il n'y en a pas aussi. On a besoin d'aide au Québec autant qu'ils peuvent en avoir besoin en Afrique ou peu importe. Disons que les besoins sont peut-être plus criants en Afrique qu'au Québec, on peut le dire, sauf qu'il y en a partout, c'est mondial. Mais l'aide humanitaire, moi, si je vous demandais, ça vous amène surtout dans quelle partie du monde? Il y a principalement les missions se font en Amérique du Sud, Amérique centrale, l'Asie aussi. Il y a plusieurs pays, Cambodge, Laos, Vietnam, qui sont des pays qui ont encore des besoins assez criants. Puis il y a l'Afrique. L'Afrique, c'est toujours présent. On retrouve les pays les plus pauvres de la planète sont en Afrique aussi. Actuellement. Dû à quoi? C'est pas... c'est très... il y a plusieurs facteurs. Ouais. C'est des pays qui ont été colonisés, ils sont partis étaient tribales et ça a été colonisé, formé des pays avec des puissances, puis ensuite ont été abandonnés, puis ils ont pris leur indépendance, mais pas avec les moyens ni la formation pour faire face à leurs déficits, à leurs problèmes. Moi, si je vous demandais, évolution des projets humanitaires. On parle début, on parle de construction. Ces dernières années, il y a le projet Laos et le projet Cambodge. Si on en parlait Tout d'abord, vous avez utilisé un mot au début, aide humanitaire. Oui. Donc, il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans ce secteur-là. Aide humanitaire, c'est utilisé comme par exemple ce qui se passe actuellement en Syrie. Quand des populations sont dans le danger. C'est pas vraiment le travail, c'est loin du travail qu'on effectue. Fait que ça veut dire que vous autres, aide humanitaire, ce n'est pas tellement... C'est pas vraiment ça. On a déjà appelé ça, mais là, il a été utilisé plus pour les urgences humanitaires. Alors, vous autres, ce serait quoi? Nous autres, c'est d'aller consolider des organismes qui sont là-bas, qui ont besoin. Au tout début, on faisait de la construction. Donc, j'ai fait du ciment. Je vous recevais ici, puis exactement. C'était le but principal, c'était de faire de la construction. On s'est rendu compte avec le temps qu'il y a certaines des constructions qu'on a exécutées qui ont servi 1 an, 2 ans, puis ensuite, ils n'ont pas la possibilité de continuer. Il y a différents facteurs. C'est comme on voit, nous aussi, au Québec. Parfois, on construit quelque chose, puis 2, 3 ans après, il n'y a plus moyen de le faire vivre, on n'y arrive plus. Donc, au début, c'était ça qu'on faisait. Maintenant, on s'associe davantage, comme le Corcovado le fait, puis les autres organismes. Je travaille aussi avec d'autres organismes du Québec. Maintenant, on s'associe avec des ONG qui sont présentes, qui sont vivables, qui ont déjà des bons résultats là-bas, mais qui ont besoin d'aide.
Est-ce que ça veut dire que vous avez délaissé un peu le point de vue, entre parenthèses, construction pour autre chose à ce moment-là? Quand vous vous êtes aperçu que, oui, parce que on voyait sur Internet, vous envoyez des choses, vous étiez à construire une école, à construire un dispensaire, différentes choses. Et là, vous semblez me dire que vous délaissez un peu l'item construction, parce que, comme vous l'avez dit, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ça ne sert plus. Pour peu importe les raisons, ça ne sert plus. Donc, vous êtes dirigé vers autre chose à ce moment-là. Oui. C'est ça que vous semblez me dire. C'est ça, exactement. En s'associant à des organismes qui sont déjà existants, comme l'exemple que vous avez parlé tantôt en introduction, au Laos, une école, une petite école, un petit village qui s'appelait Bantam. On est arrivé là, puis il y avait une école qui était complètement désuète. C'était 6 classes plus une salle de professeurs. Le toit coulait. Pas d'électricité, pas d'eau, là, juste des toilettes sèches, 2 toilettes sèches pour tout ça. Donc, on va là, puis on sait que c'est un besoin vital, l'école, puis on sait qu'elle va rester là, l'école. Hein, les gens en ont besoin, puis ils tiennent. Fait que quand on est reparti, on était une équipe de 12, on a travaillé pendant 5 semaines. On est parti, le toit était refait, l'électricité, on avait changé les volets, on avait creusé un puits, de l'eau. Et tout ça, peinturé à grandeur l'école. Fait que là, on avait maintenant un milieu qui était vraiment intéressant. Fait que ça veut dire que c'est quelque chose qui était existant. C'est ça. Désuète, que vous avez retapé, excusez l'expression, mais que vous avez retapé. Et cette école-là, elle demeure encore là. Contrairement aux constructions que vous avez peut-être déjà faites antérieurement, qui, pour quelques raisons, comme je le disais tantôt, n'ont plus servi au bout de quelques années. C'est ça, pour diverses raisons. Pour diverses raisons. Puis l'autre façon aussi, c'est lorsque il y a des organismes qui fonctionnent bien. Comme antérieurement, les enfants, on a connu la même chose au Québec, quand les enfants, des orphelins ou des enfants qui étaient dans la misère, on les réunissait dans des orphelinats. Oui. Donc, quand j'ai commencé à faire de l'aide, c'était du bénévolat à l'international. C'était principalement, on allait aider dans des orphelinats. En Afrique, on en a fait un quand j'étais venu avec IPLC, par exemple, il y a quelques années. Okay. On aidait un orphelinat. La tendance maintenant, c'est de retourner les enfants dans les familles. Ah, okay. Mais avec ça, y ajouter des moyens. Donc, les moyens, ça va juste que, par exemple, si c'est un parent lointain, éloigné un petit peu de l'enfant, on réussit à trouver des personnes qui pourraient s'en occuper, bien, on va soutenir cette famille-là. Donc, les organismes vont soutenir. Donc, nous, quand on va sur place, ça peut être aussi bien aller réparer des maisons, changer la vocation des orphelinats pour en faire des salles de cours. Ils vont donner des cours d'anglais dans l'après-midi, des cours d'ordinateur. On va améliorer travailler avec les organismes qui sont en place pour rendre possible ce changement là, de façon. Disons que dans les 2 ou 3 dernières années, les 2 principaux projets, ça a été le Laos et le Cambodge. Le Cambodge, oui. Les 4 dernières années, j'étais dans la région du Cambodge avec un autre organisme. C'était pas Corcovado, c'était Cassira. Okay. Puis, on appuyait principalement des organismes. On avait des professeurs qui donnaient des cours de français aussi. C'est pas vraiment des cours de français, c'était de la sensibilisation. Okay. Parce que le commanditaire de ça, c'était un organisme français. Puis, il y avait des parrains. Donc, les parents allaient visiter les enfants. Donc, Quand on parle, M. Saint-Arnaud, de Mission humanitaire Québec, moi, si je vous demandais, définition, mission médicale, c'est quoi exactement? Puis, c'est dans quel pays? Ça dure d'une durée de combien de temps? Oui. Donc, mission humanitaire, c'est pour faire un bref historique de ça, c'est un de mes amis au Cambodge qui a rencontré Thierry Gagné, qui est le président de cet organisme-là en France. Puis, il était sur place avec un groupe d'une quinzaine de bénévoles français. Puis, il faisait plusieurs villages. Les missions durent 2 semaines, exactement 14 jours. Puis, ils se rendent dans des villages où il n'y a aucun service médical.
Il y a absolument rien. Parce que au Cambodge, si on est dans les grandes villes, on a l'impression que c'est très développé. Mais aussitôt qu'on s'éloigne de quelques kilomètres, là, ce n'est plus pareil. Là, on a vu des choses là, assez surprenantes. Okay. Donc, c'est des missions itinérantes. Ils font le tour d'à peu près 6 ou 7 villages. C'est des cliniques habituellement de 2 jours. Okay. Donc, ils se rendent dans les villages, on s'installe dans des bâtisses ouvertes là, qui sont sur place, puis on reçoit des patients. C'est comme ça c'est ça qui sont les missions humanitaires. Okay. On parle d'une fin de semaine de formation en France. Oui. Ça, c'était le problème. Les gens qui voulaient participer à ces missions-là, comme nous, on est allés, on a fait le voyage spécial pour aller vivre la formation, en même temps savoir si l'organisme était sérieux. Okay. Puis, donc, la formation se donnait à Azay-le-Rideau en France. Okay. C'est une fin de semaine où vraiment, ce qu'on a trouvé intéressant comme approche, n'est pas seulement de la formation, c'est aussi un petit peu une évaluation des candidats pour voir si ils sont aptes à procéder à une mission humanitaire, parce que ça a quand même certaines exigences, ces choses-là. Fait que nous, on avait été le vivre là-bas, on a dit ça n'a pas de bon sens, puis il faudrait que ça soit fait ici au Québec. OK. On dit que depuis 3 ans, vous travaillez à établir un partenariat avec une ONG française. Est-ce que c'est fait? C'est rendu où, le projet? Donc, ça a beaucoup progressé, là, principalement dans la dernière année. Oui, mais c'est quoi ce projet-là, exactement? Le projet, c'est de rendre possible pour des Québécois de participer à ces missions médicales avec le groupe de France qui sont actifs dans une vingtaine de pays. Ça ne veut pas dire qu'à tous les ans, ils vont dans les 20 pays, là, mais ils sont déjà bien organisés au niveau de cette organisation-là. Puis c'est quand même... le projet avance, le projet est sensibilisé, ça va porter fruit, j'en suis persuadé. Donc, on a fait un lancement au mois de juin parce qu'on était prêt. Okay. Donc, tout était en place. Okay. Le protocole est établi avec l'organisme là-bas. Puis, on a fait une première formation en décembre dernier. Donc, en décembre 2015, oui. On était 12 personnes ici du Québec. Puis, on a fait les Français, l'équipe de France, est venue nous donner la formation de base pour être en mesure de partir le projet. Donc, il reste à peine 1 minute, M. Saint-Arnaud. Qui peut demander à participer à une telle mission? Toute personne qui a 2 semaines à consacrer puis qui rêve de faire un projet, de vivre une mission humanitaire. Donc, c'est ouvert, il n'y a pas vraiment de personnes qui ne pourraient pas. C'est sûr, ça demande une bonne santé. Puis, ça demande aussi des déboursés parce que, comme dans tous les autres projets, on doit payer nos frais. Exactement. Mais je que ces frais-là aussi, en partie, sont remboursés à l'impôt. Exactement. Oui, c'est près de 47 environ 47 des frais. Ça veut dire que ça coûte environ 50 Exactement. C'est quelque chose qui est très, très abordable. Si quelqu'un est capable d'aller dans le sud, il est capable d'aller vivre une mission de 2 semaines, c'est le même prix à peu près. Ça revient à peu près à la même chose. Monsieur Saint-Arnaud, merci infiniment. Puis ceux qui veulent avoir plus de renseignements, Corcovado, que vous peuvent toujours appeler ou vous rejoindre, vous. Oui, c'est ça. C'est facile avec Internet d'aller voir sur le site de Corcovado, puis les liens tous les renseignements sont là vers une mission humanitaire. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Arnaud. C'était très intéressant. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.